Il se trouve que le bilan précis de ces deux effets antagonistes a une influence déterminante sur l'élévation de température que notre planète connaîtra au XXIe siècle. Et une représentation précise des nuages dans les modèles climatiques reste clairement un sujet avec des marges de progrès importantes. Il est toutefois déjà établi que c'est l'effet de serre qui l'emporte sur l'effet de réflexion pour les nuages hauts, Sirius, lesquels sont suffisamment translucides pour laisser passer la lumière en quantité significative, mais sont déjà relativement opaques aux infrarouges émis par la Terre, alors que c'est l'effet de réflexion qui l'emporte sur l'effet de serre pour les nuages bas, Cumulus stratus, qui ont donc globalement un effet refroidissant sur le climat. Comme le SO2 a tendance à favoriser la formation de nuages bas, outre que les particules de sulfate qui l'engendrent, elles ont aussi un effet réfléchissant de manière directe. Ce gaz est donc considéré comme un refroidisseur du climat. Cela étant, il est aussi responsable des fameuses pluies acides, qui ont des effets négatifs sur les sols et la végétation, et nos poumons de l'après-guerre. Il est difficilement concevable d'en émettre beaucoup pour combattre l'effet de serre. En fait, la majorité des politiques publiques d'environnement visent des diminutions importantes en ce qui concerne les émissions de ce gaz, avec des résultats significatifs, comme on peut en retrouver la trace dans les glaces polaires. Voici la concentration en sulfate, mg de SO4 par tonne de glace, axe vertical de gauche, dans la glace des pôles depuis 1600. L'échelle de droite donne les émissions correspondantes en millions de tonnes de soufre par an. Mais comme pour les gaz à effet de serre, la nature sait aussi émettre des aérosols, notamment à travers le volcanisme. Par exemple, l'éruption du volcan Pinatubo, qui a envoyé dans la haute atmosphère plusieurs kilomètres cubes de matière sous forme de poussière qui y est restée assez longtemps, a provoqué une baisse mesurable des températures mondiales, 0,1 à moins 0,2 degrés pendant quelques années, qui est en fait plutôt un arrêt momentané de la hausse due à l'effet de serre. En bref, les aérosols ont des effets directs sur le rayonnement et indirects en favorisant les nuages qui peuvent être hauts ou bas. Leur contribution globalement refroidissante est encore un sujet d'étude scientifique intense. Gaz à effet de serre contre aérosols. Qui gagne ? Une partie de l'impact des effets de serre que nous accumulons dans l'atmosphère est donc compensée par l'effet des aérosols et des précurseurs d'aérosols que nous mettons aussi dans l'atmosphère. Toutefois, les effets des divers gaz, effets de serre supplémentaires réchauffants ou effets refroidissants des aérosols, ne sont pas identiques en tout point de la planète. Le graphique ci-dessous représente la distribution géographique de l'effet de serre supplémentaire engendré par les gaz autres que l'ozone, à gauche, l'ozone près du sol, à droite, les aérosols de type suie, à droite, et de type poussière, à gauche. Les couleurs rouges correspondent à un effet réchauffement, les bleus à un effet de refroidissement. Mais les aérosols ont une caractéristique importante qui fait que leurs effets ne perdurent pas très longtemps après leurs émissions. Leur durée de vie dans l'atmosphère est de quelques semaines seulement. Un nuage finit toujours par provoquer de la pluie. Il ne reste pas des années en l'air. Les poussières retombent à la surface de la Terre, tout comme la poussière envoyée dans l'air par notre balai retombera assez vite sur le plancher et les meubles. Ils ne s'accumulent donc pas dans l'atmosphère, à la différence des gaz à effet de serre. Les scientifiques sont donc certains du fait que des aérosols ne peuvent compenser l'effet de serre sur le long terme. Par ailleurs, la durée du brassage de l'atmosphère, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour qu'une partie d'un gaz émis en Australie se retrouve au-dessus de New York, étant de quelques mois seulement, une année tout au plus, les lieux d'émission des gaz à effet de serre sont sans importance. Cela explique pourquoi les négociations internationales sont inévitables pour parvenir à stopper l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Cette indifférence du lieu d'émission ne concerne pas les aérosols qui influent plus particulièrement au-dessus des zones où ils sont émis. Le nuage au-dessus de New York n'empêche pas les habitants de Sydney d'avoir chaud, et la pollution locale du soufre à côté de Pékin est sans incidence sur la formation d'aérosols soufrés à Rio de Janeiro. Malgré ce côté local des aérosols et global de l'effet de serre, il est néanmoins possible de faire un bilan global des contributions des uns et des autres sur l'évolution du climat planétaire, ce qui donne alors le graphique ci-dessous. Le graphique ci-dessous compare les uns aux autres les différentes composantes, positives ou négatives, qui jouent sur les échanges d'énergie entre la Terre et l'espace, en watts par mètre carré. RF signifie forçage radiatif, c'est-à-dire le supplément ou le déficit de rayonnement reçu par la Terre du fait de la présence de la substance émise. Seule la contribution humaine est prise en compte, sauf pour la variation d'insolation, le solar irradiance. De haut en bas, on trouve respectivement les contributions des gaz à effet de serre, CO2, CH4, NO2, halocarbures, voire plus haut, les contributions de l'ozone stratosphérique, celui de la fameuse couche, qui n'en est pas une, et de l'ozone troposphérique, celui des pics de pollution. La contribution du supplément de vapeur d'eau dans la stratosphère provenant des émissions humaines de méthane.
les conséquences du changement d'albédo découlant d'un changement d'usage des sols. L'albédo est ce qui sert à mesurer le pouvoir de réflexion d'une surface. L'albédo d'un miroir est proche de 1, toute lumière reçue est réfléchie, et celui d'un corps noir est proche de 0, toute la lumière reçue est absorbée. Par exemple, quand on déforeste, l'albédo augmente, car une forêt absorbe généralement plus de rayonnement que les cultures, ou un sol nu. La même colonne donne aussi les contributions des dépôts de suie sur la neige. Les contributions des différents aérosols, voire plus loin. Les contributions de la vapeur d'eau dans les traînées des avions. Il ne s'agit donc pas des émissions directes de CO2 sortant des réacteurs. Bien que cela ne soit pas un effet dû à l'homme, mais le climat a aussi des facteurs naturels de variabilité et pas qu'un seul, la contribution des variations d'activité solaire. Pour toutes ces contributions, la droite du rectangle donne la valeur la plus probable et le tiret la zone d'incertitude. Ces valeurs sont reprises dans la colonne RF value. RF signifie radiative forcing. Lorsque le tiret est très grand par rapport au rectangle, cela signifie qu'on n'a qu'une vague idée de la valeur. Les dernières colonnes donnent l'échelle spatiale de l'effet, de local à global, et le niveau de compréhension des processus à l'œuvre, et donc le degré de confiance dans l'estimation, de high pour élevé à low pour faible. L'OSU signifie Level of Scientific Understanding. Au regard de tout ce qu'on a vu plus haut, peut-on dire que le CO2 est un poison? Qu'est-ce qu'un poison? Hachette nous dit poison, toute substance qui, introduite dans un organisme vivant, peut le tuer ou altérer ses fonctions vitales. Certes, le climat n'est pas un organisme vivant, même si un livre très intéressant explique que, vu de Mars, il est tentant de considérer la Terre comme un être vivant, compte tenu du nombre de fonctions homéostatiques, c'est-à-dire autorégulatrices, qu'elle comporte. Mais le CO2 que nous introduisons actuellement dans l'atmosphère peut tuer, ou du moins altérer les fonctions vitales du climat, qui sont de créer une biosphère favorable à notre vie. Il est donc parfaitement légitime de dire que les émissions d'origine humaine de gaz à effet de serre constituent un poison, y compris le CO2. Cela devrait notamment inciter à ne pas considérer comme non polluants des procédés qui n'émettent que du CO2, par exemple les voitures catalysées, l'utilisation du gaz naturel, la pile à combustible utilisée avec les hydrocarbures, etc. Mais dans tout ça, les émissions humaines de gaz à effet de serre ont-elles vraiment changé quoi que ce soit? Un certain nombre de gaz à effet de serre sont, et cela est fort bien connu, présents de longue date dans l'atmosphère. Le CO2 par exemple, cela fait quelques milliards d'années qu'il y en a autour de la Terre. De même, du méthane est émis dans les zones humides depuis que les bactéries anaérobies y vivent, et cela doit bien remonter à une paire de centaines de millions d'années. Dès lors, qu'est-ce qui permet de dire que l'homme est bien pour quelque chose dans l'augmentation non contestée, elle, qui est actuellement observée? Dans cette affaire, les scientifiques travaillent comme un bon magistrat, ils se basent sur un faisceau d'indices concordants, en éliminant progressivement toute cause qui ne peut expliquer ce qui est observé. Même sur une courte période, la concentration en CO2 augmente rapidement. Depuis la fin des années 50, 1957 pour être exact, des mesures systématiques de la quantité de CO2 dans l'atmosphère ont pris place en divers endroits du globe. Le premier d'entre eux, et encore aujourd'hui le plus célèbre, étant Mauna Loa sur l'île d'Hawaï. Mais pourquoi diantre est-on allé se mettre là-bas si ce n'est pour faire du surf? Tout simplement pour être sûr de ne pas être perturbé par une grosse source d'émissions de CO2, telle qu'une ville, une région fortement industrialisée, etc. Les observatoires qui sont venus s'ajouter à Mauna Loa sont également situés sur des îles perdues au milieu de l'océan. La France possède ainsi une station de mesure sur l'île d'Amsterdam ou sur des bateaux. Depuis le début de ces mesures, les relevés ont montré que les concentrations en gaz carbonique dans l'air augmentaient un peu chaque année et récemment, d'autres mesures ont permis de voir que la quantité d'oxygène présente dans l'air diminuait de manière remarquablement symétrique et rassurez-vous, cela concerne des millionièmes. Il en restera bien assez. Pour une molécule de CO2 apparaissant dans l'atmosphère, il disparaît une molécule d'O2, ce qui accrédite très fortement l'idée que le CO2 injecté provient d'une combustion. La courbe noire en haut représente la variation de la teneur atmosphérique en CO2 mesurée en parties par million à Mauna Loa, Hawaï, 1 partie par million étant égal à 0,0001% du volume de l'atmosphère, ppm ou ppmv en abrégé, et la courbe bleue très foncée du haut, imbriquée dans la courbe noire et évoluant au même rythme mais avec une amplitude moindre, représente la même chose mesurée à Baring Head, New Zealand. La moindre amplitude de la mesure de Baring Head vient de ce que l'essentiel de la biomasse continentale se trouve dans l'hémisphère nord, où elle engendre une variation de la teneur atmosphérique en CO2 au fil des saisons. En gros, au printemps et en été, en pleine période de croissance de la végétation,
Le flux qui domine est l'absorption du CO2 par la végétation, d'où diminution du CO2 atmosphérique, alors qu'en automne et en hiver, le flux qui domine est celui de la décomposition des végétaux morts, dont les feuilles tombées en automne, et la respiration des plantes et des micro-organismes.